Bonjour et bienvenue à la balado au sujet des sciences humaines et sociales. Je m'appelle Alexandre Beaupré et je suis comme toujours votre animateur et professeur en administration de l'éducation à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on célèbre le retour du co-animateur, du producteur, du président du club social et du très bronzé et très sémillant Sébastien Belland, mon ami et collègue, lui aussi professeur, cette fois en mesure et évaluation, excusez-moi, de l'éducation à l'Université de Montréal. On, ce premier épisode de l'hiver, on se demandait si on n'allait pas parler un peu d'histoire ou de sciences politiques ou de quelque chose de charnu, disons. Et c'est en regardant un peu sur Internet, parce que oui, c'est notre outil de recherche, que nous sommes tombés sur la chaire en politique, que je vais présenter un peu plus tard, mais sur la question de la musique et de la politique. Et c'est un trou à lapin, je ne sais pas si c'est la bonne traduction de rabbit hole, mais on a trouvé le sujet tellement fascinant que Sébastien et moi avons décidé d'en faire un sujet aujourd'hui. Un peu comme on a déjà parlé de l'art ou de la littérature et de son influence sur les sciences sociales, mais ici, à la balado au sujet des sciences humaines et sociales, on considère que les sciences humaines et sociales sont non seulement des disciplines, mais aussi un objet d'étude. Et donc, qu'on étudie l'expérience humaine et l'expérience sociale d'un point de vue de sciences humaines et sociales, oui, mais il en existe d'autres aussi. On l'avait bien vu dans les épisodes précédents concernant les extraterrestres ou concernant la littérature de science-fiction et la science politique. La musique est une forme d'art, je pense que ça prend rien, mais le lien entre la musique et la politique nous est apparu au fil de nos discussions de préparation comme étant quelque chose qui va tellement de soi que c'était pas évident à mettre en lumière, ou en tout cas à trouver que c'est quelque chose sur lequel il fallait se pencher. Et là, quelques exemples qui nous étaient sortis par la tête. Le fait que la politique, pas la politique, mais la musique est souvent utilisée pour bâtir une identité politique. Certaines chansons vont être appropriées par certains groupes à gauche ou à droite ou au centre ou en haut, en bas. On est tous familières avec la musique comme outil de protestation, ça j'en suis sûr. Il y a aussi, on s'en sert aussi comme outil de patriotisme, l'exemple de God Bless America durant la Deuxième Guerre mondiale, pour susciter le patriotisme, mais aussi l'adhésion et éventuellement l'achat de bons du trésor et de bons de la guerre. Et en termes de musique populaire, très populaire, mais il y a la question de la sensibilisation, ou par exemple Live Aid dans les années 80, ou alors dans les années 90, toutes les initiatives où les systèmes politiques ont mobilisé des musiciens ou des musiciennes, ou alors des musiciens et des musiciennes se sont eux-mêmes mobilisés pour des actions civiques, comme par exemple pour faire sortir le vote lors des élections, ou pour réconcilier les jeunes électeurs avec l'exercice du vote par un médium qui les touchait peut-être un peu plus que, par exemple, la télévision ou la radio. Ben, c'est en faisant le tour de tout ça qu'on a trouvé notre invitée d'aujourd'hui pour nous en parler, qui est la professeure Marie-Hélène Benoît-Otis. Marie-Hélène Benoît-Otis est professeure à l'Université de Montréal à la faculté de musique et en plus d'être professeure agrégée depuis 2018, elle est également titulaire de la chaire de recherche du Canada en musique et politique, en plus d'être membre de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique et aussi membre du Centre canadien d'études allemandes et européennes, une collègue interdisciplinaire comme on les aime. Donc, on va passer à l'entrevue dans quelques instants, mais je vais me permettre de vous donner un petit regard derrière le rideau pendant quelques instants. Généralement, lorsqu'on reçoit un invité, une invitée, on commence à discuter avec elle, dans ce cas-ci, relativement rapidement. On part l'enregistrement tout de suite pour être sûr de ne pas l'oublier, parce que ça m'est arrivé, mais on a des discussions avec les invités, puis on enregistre les anecdotes, puis finalement, on passe à l'entrevue. Et cette fois-ci, l'enregistrement roulait alors qu'on a engagé avec Marie-Hélène une discussion excessivement intéressante sur la question de la santé mentale dans la profession professorale, donc chez les professeurs d'université. Et ça nous a donné une perspective tellement intéressante que même si ce n'est pas directement lié au sujet d'aujourd'hui, on a décidé de l'inclure. Et nous allons commencer avec cela. Donc, si vous voulez aller directement à l'entrevue sur la musique et la politique, ça commence autour de 14 minutes. Sans plus tarder,
On accueille Marie-Hélène Benoît Otis. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et on va commencer sur la question de la santé mentale. Dans mon enseignement, moi, au cycle supérieur, je mets un accent très particulier sur créer un espace de collaboration puis un espace de bienveillance. Pour moi, c'est super important parce que, bon, comme vous le savez, c'est assez compétitif, le milieu académique, puis surtout pour les étudiants et étudiantes au cycle supérieur, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, ça leur fait vivre beaucoup d'anxiété. Puis moi, je vais essayer de contrer ça et une des choses que j'ai faites pour ça, c'est de créer ce que j'appelle un séminaire de laboratoire qui est des rencontres régulières, dans le fond, puis c'est une espèce d'intermédiaire entre la thérapie de groupe puis le groupe d'écriture. Donc, en fait, tout le monde amène des textes à chaque semaine et puis tout le monde lit les textes de tout le monde et tout le monde commente les textes de tout le monde. Donc, l'idée, c'est qu'ils apprennent à s'entraider, qu'ils apprennent à lire aussi et commenter les textes des autres. Donc, formuler du feedback, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, ça fait plusieurs années que je fais ça. Or, ce qui s'est passé cet automne, c'est que moi, j'ai été en congé de maladie tout l'automne parce que je suis tombée en burn-out. Et puis, au moment où je sentais que mes forces diminuaient et que là, ça commençait à devenir assez critique, j'ai écrit à mes étudiants, puis je leur ai dit, écoutez, je ne serai pas capable de faire le séminaire de labo cet automne. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de continuer à vous rencontrer sans moi. Je n'ai pas besoin d'être là pour superviser vos rencontres. Continuez à maintenir ce lien-là que vous avez. Je trouve ça très, très fructueux. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que dans les 25 minutes qui ont suivi ce courriel-là, tout était organisé. Donc, dans les 25 minutes, j'ai comme la grande majorité de mes étudiants et étudiantes qui se sont manifestés. Une personne qui a dit, c'est bon, je reprends la coordination, je m'en occupe. Ah oui, OK, on pourrait faire ça à tel endroit, on fait ça comme ci, on fait ça comme ça. Je regardais mes courriels rentrer, puis j'en avais les larmes aux yeux parce que je me disais, wow, quelle belle solidarité de groupe. Et puis, on est 6 mois plus tard maintenant et le groupe est encore là et je m'en remêle pas parce qu'ils fonctionnent tellement bien ensemble qu'en fait, ils ont créé vraiment un groupe d'entraide qui est incroyable. Ils se sont vus pour souper à Noël. C'est absolument génial. Fait qu'en fait, l'idée derrière ça, moi, ce qui me touche là-dedans, c'est de voir à quel point, quand on plante une graine de bienveillance et de collaboration, ça peut pousser de manière complètement inattendue. Et là, ils ont repris ça dans leurs propres mains d'une manière que je trouve absolument magnifique. Wow! Si tu fais une activité dans le but de transmettre, je sais pas, tu leur as montré c'était quoi la bienveillance, fallait que tu leur montres quand même aussi, là. Parce que c'est pas, je sais pas chez vous, mais chez nous, la bienveillance avec l'esprit de compétition, c'est pas le premier réflexe de tout le monde. Non, vraiment pas. Chez nous non plus. Chez nous non plus. Évidemment, il y a quelques années de travail derrière ça et d'établir ce climat-là où chaque personne est capable de vraiment partager ses doutes, partager ses difficultés. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ce groupe-là, justement, chaque personne arrive en disant, bon, là, mettons mon plan de mémoire, mon plan de thèse, mon chapitre, je ne sais pas quoi faire avec, je suis coincée. Et tout le monde arrive avec des idées, tout le monde arrive avec des suggestions et en fait, des suggestions, des fois, auxquelles moi, j'aurais jamais pensé moi-même tout seul. Donc, ça crée une espèce de super direction de thèse ou de mémoire qui est vraiment extraordinaire. Puis là, en fait, le fait que ça soit découplé, séparé complètement de ma supervision à moi, ce qui est le fun, c'est que ça libère la parole encore plus, en fait. Qu'ils sont capables de dire des choses que peut-être ils n'oseraient pas dire devant l'autorité de la directrice de recherche. Là, je ne suis pas très autoritaire là, comme personne, mais il y a quand même le statut qui est là et qui change la donne. Donc, ça crée vraiment un espace de bienveillance. Puis pour moi, c'est vraiment fondamental là, parce que si on veut créer quelque chose de non seulement d'intéressant scientifiquement, mais aussi de beau humainement, il la faut, cette bienveillance-là. De plus en plus, j'essaie de travailler là-dessus dans la mesure de mes moyens. Rien à ajouter. Écoute, j'avais vraiment le goût de rentrer dans la porte la problématique des burn-out en milieu académique. Moi, c'est pandémique, là, sans mauvais jeu de mots, là, mais de notre côté, puis là, je comprends que de votre côté, c'est la même chose. Moi, je suis inquiet, je dois avouer. J'étais parti en Espagne en sabbatique. Bon, on s'entend que c'était le mode espagnol, donc j'ai eu le temps de recharger mes batteries 15 fois. On était au soleil et tout dans le sud d'Espagne. Puis quand je suis revenu, j'ai été inquiet, en fait, de l'état de mes collègues. Alex, sur ton respect, là. Oh, non, mais j'ai trouvé que c'est tough. Je ne sais pas si c'est la pandémie qui a mis une pression sur notre travail, mais tout le monde a de l'air au maximum. Puis là, j'avais des rencontres pour des jurys. Mes collègues me disaient ouais, ben pour arriver, il faut que je puisse gratter un peu sur mes heures de sommeil la nuit. Là, je suis comme merde. Non. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Puis je te parle de super leaders, des gens dans mon département qui sont exceptionnels.
Moi, il y a un truc qui me dérange beaucoup de tout ça, là. Il va falloir qu'on prenne le taureau par les cornes. On a eu le contact, puis on a eu le constat pour nos étudiants. Il va falloir se pencher du côté du personnel académique parce que c'est pandémique. Je suis désolé, mais c'est carrément ça. Ouais. Mais Mais absolument. ce qu'on vit, c'est la meilleure image, je pense que, en tout cas, que moi j'ai trouvé, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais la situation qui était un rush avant la pandémie puis qui était ponctuelle, c'est devenu la Ah normalité. ouais, ouais. Puis il y a des trucs qu'on a perdus à cause de Zoom a comme introduit des habitudes. Ce que j'aimais des journées pleines de meetings, c'était les 3 minutes entre les meetings, même si tu en as deux back-à-back, c'est le 3 minutes que tu prends. Moi, nous sommes dans le Marie-Victorin, fait des fois, je me perds dans le Marie-Vic, volontairement, là, mais si je pars, si j'ai une réunion dans le B puis je vais dans le A, je vais aller jusqu'au E, changer d'étage, revenir, juste une excuse. Puis c'était accepté d'arriver 3 minutes en retard à une rencontre, puis de dire excusez, ma rencontre a fini tard, le temps que je passe à la salle de bain, puis tout. Là, c'est moins accepté. Parce qu'on est redevenu instantané entre les rencontres, c'est comme moins accepté. J'ai ça avec mes étudiants aussi, où ça. Ce qui était un rush avant puis ponctuel. C'est ce qu'on disait avec, pas avec Sébastien parce qu'il n'était pas là, mais en gang à l'automne. Il me semble que la rentrée ne finit pas. On était rendu au mois de novembre. La rentrée ne finit pas. La rentrée n'est jamais finie. On est encore en rentrée d'automne. Moi, j'ai fait un burn-out et une dépression, mais bref, j'ai été parti un 4 mois puis un an. Sébastien a raison sur la profession académique, mais ce qu'on met aussi comme pression sur les jeunes profs est quand même extraordinaire. Ouais. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Puis une des choses que j'ai observées pendant la pandémie, puis ça s'est semi-résorbé seulement, c'est que justement, on reconnaissait beaucoup les problèmes de santé mentale des étudiants et étudiantes, ce qui est excellent, il faut le faire. Sauf que, ce faisant, on a mis énormément de poids sur le personnel enseignant, parce que qui est en première ligne pour soutenir tous ces jeunes en crise-là? C'est nous. Mais nous, derrière, qui nous a soutenus? On n'est pas formé non plus pour ça. Non, moi, je suis tellement démuni, honnêtement, devant mes étudiants. Je suis super démuni. Puis le temps qu'on donne, moi, ça me fait plaisir. Puis c'est vrai que depuis qu'ils nous ont sensibilisés à ça, maintenant, quand je rencontre mes étudiants, il y a toujours une partie qui est comment toi tu vas. T'es rendu où, tu sais, puis de faire des suivis. C'est dans le fond de ramener l'être humain dans la relation, mais je veux pas être, je vais être un sale administrateur, mais c'est du temps qu'on passe pas à encadrer. Fait que l'encadrement est moins efficient. S'il est plus humain, tant mieux, mais cette perte de temps-là, il faut que je la rattrape quelque part, il faut qu'on la rattrape quelque part aussi. Puis, tu sais, on a mis des cours en ligne en nous disant, c'était une bonne idée de dire, quand on va revenir en présentiel, on va avoir mis les cours en ligne, on va avoir plus de temps pour accompagner les étudiants, mais par rapport à ce qu'on donnait avant, c'est toujours des choses en plus, comme si dans notre tâche avant la pandémie, on avait du temps de lousse. C'est là où, comme Sébastien dit, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut faire des choix. Mais moi, je ne sais pas par où commencer. Je sais qu'il y en a qui vont prendre la voie syndicale par les négos, mais ça passe entre nous aussi, tu sais. Mais je comprends, tout à fait. Comme si, en fait, les exigences, non seulement n'ont pas du tout été adaptées dans le contexte de la pandémie, mais c'est comme s'il avait été augmenté encore d'un petit coup. Puis comme tu disais tantôt, Alex, effectivement, on n'en avait pas de lousse déjà au départ quand tout ça est arrivé. Donc là, je pense qu'on arrive à un point de rupture qu'il va falloir, dans un avenir assez rapproché, que les choses changent un minimum parce que je pense que ça ne va pas bien se passer collectivement. Parce que ça aurait été fair de dire on va redéfinir le travail. Moi, c'est pas que ça m'aurait pas dérangé, c'est juste que c'est pas fair pour les gens qui ont été embauchés puis qui ne l'ont pas, mais de dire vous avez maintenant la responsabilité d'être officiellement la première ligne de santé mentale pour vos étudiants. On ne va pas le domper au service à la vie étudiante, on ne va pas le tomber au TGDE comme on fait d'habitude, mais c'est à vous autres. OK, mais il faut avoir la discussion de qu'est-ce qu'on m'enlève aussi. Puis ça, ben, c'est ça. Merci beaucoup, Marie-Hélène, d'être avec nous. En partant, comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser à la politique lorsqu'on étudie la musique? C'est une excellente question. Et en fait, la réponse est en plusieurs branches parce qu'il y a une part là-dedans de hasard de la recherche. Donc, il y a des projets qu'on commence volontairement, puis il y a d'autres projets qu'on commence parce que des gens nous ont signalé des sources, des documents comme ça. Et il y a aussi des raisons profondes, en fait, là, pourquoi on s'intéresse à ça, les liens entre musique et politique, qui sont un univers en soi tout à fait
fascinant à mon humble avis. Dans mon cas, en fait, ça a commencé par un hasard. J'étais donc en contact avec une chercheuse, collègue et amie qui s'appelle Cécile Kenney et qui a commencé son doctorat au moment où moi, je terminais le mien. Et donc, on se connaissait de l'Université de Montréal. Elle a fait son doc en co-tutelle avec l'Université de Paris-Sorbonne. Et puis, elle travaillait sur Marcel Delannoy, qui est un compositeur français qui était actif pendant l'occupation et qui a eu une position politique un petit peu compliquée pendant l'occupation. Bref, elle, dans le cadre de ses recherches, est tombée sur un fonds d'archives qui montrait que Delannoy était allé à Vienne en 1941 pendant la guerre pour des célébrations Mozart organisées par le Reich allemand. Puis elle s'est dit, wow, intéressant. Il n'y a pas grand-chose là-dessus encore. Travaillons là-dessus. Sauf qu'il y avait des sources en allemand. Et là, elle savait que je parle allemand. Donc, elle m'a écrit et elle m'a dit, est-ce que ça te tente de faire un petit article là-dessus, un petit 10-12 pages, on envoie ça dans une revue, bien relax. Fait que là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Projet intéressant. Le petit article de 10-12 pages est devenu une monographie de 256 pages qu'on a publiée 8 ans plus tard. C'est ça qui arrive en recherche des fois, tu sais, tu as une pelote de laine devant toi, tu tires un fil, puis tu penses qu'il va être court, mais en fait, il y a plein d'autres fils d'accrocher après et ça devient un énorme monstre qui se développe dans plein de choses. Donc, ce projet-là s'est développé, puis en fait, à partir de l'exemple de la semaine Mozart du Reich allemand en 41 à Vienne, je me suis rendu compte qu'en fait, toute la question de la propagande musicale nazie, il y avait encore un paquet d'aspects qui n'avaient pas encore été explorés. Donc, on a eu envie d'aller plus loin là-dedans. J'ai eu envie d'élargir cette réflexion-là pour aller voir la propagande musicale dans d'autres contextes. Donc là, en ce moment, je travaille avec une de mes étudiantes sur un article sur la propagande musicale à la radio en Italie fasciste. Donc, plein d'autres cas comme ça. Tout ça partant de mon amie Cécile qui m'écrit un courriel en 2010. Là. C'est vraiment un hasard complet. Il y a eu en parallèle aussi des projets que j'ai développés avec un collègue en littérature comparée, Philippe Despois, qui lui était tombé sur une opérette revue écrite en 1944 dans le camp de concentration de Ravensbrück et qui m'avait proposé de travailler avec lui un projet de recherche là-dessus. Et ça aussi, ça a ouvert des portes assez extraordinaires parce que c'est une œuvre musicale écrite dans un camp de concentration par une résistante française qui s'appelle Germaine Tillon et qui est vraiment une œuvre de résistance en musique. Et donc, à partir de là, j'ai eu envie de regarder d'autres types d'œuvres de résistance en musique. Et donc, de cette façon-là, en fait, des hasards ont fait en sorte que je me suis retrouvée sur une espèce de double voie, de regarder d'un côté la propagande musicale, la façon dont on manipule la musique à des fins politiques, et d'un autre côté, bien, comment est-ce qu'on résiste à travers la musique à justement ces contextes politiques-là qui sont oppressifs, qui sont délétères. Puis en fait, moi, ça me convient super bien parce que ces deux aspects-là me fascinent complètement. Donc, étudier en fait la manipulation de la musique pour arriver à la déconstruire, pour arriver à voir comment ça fonctionne et donc pouvoir nous y résister, pouvoir nous comprendre comment ça fonctionne, ça me fascine complètement. Et d'un autre côté, justement, tout le côté être humain qui se lève pour résister à l'oppression en utilisant des armes musicales, ça me met dans des états émotionnels tout à fait réjouissants. Et donc, je trouve ça extraordinaire de travailler là-dessus. Les questions de propagande puis les questions de discours sont étudiées en linguistique, sont étudiées en sciences politiques, sont étudiées en communication. Qu'est-ce qui, toi, puis peut-être prendre un 30 secondes pour les auditeurs et les auditrices qui ne comprennent pas exactement ce que c'est la musicologie. Toi, tu es musicologue. Qu'est-ce que ça apporte comme point de vue sur ce phénomène-là? En fait, la musicologie, c'est la discipline qui étudie la musique sous différents angles. Moi, je suis essentiellement historienne de la musique, mais il y a d'autres angles possibles. Donc, il y a l'angle de la sociologie musicale, par exemple, l'angle acoustique, l'angle analytique, donc où on regarde plus comment une œuvre musicale est faite pour aller la décortiquer en ses différentes parties. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir quel rôle la musique joue dans un contexte historique, sociopolitique, particulier. Et donc, c'est ce que je fais donc, à travers mes projets de recherche, musique et politique. Donc, pour revenir à la question de la propagande, donc effectivement, c'est surtout jusqu'à maintenant des politologues, des chercheurs en communication qui se sont intéressés à ces questions-là, en s'intéressant prioritairement à la propagande verbale, la propagande ancrée dans le langage, qu'il soit écrit, qu'il soit parlé, donc les médias de masse, la radio, la télévision, les journaux, ce genre de choses-là. Ce qui est intéressant quand on ajoute la couche de la propagande musicale, c'est que la musique, c'est un médium qui est non-verbal, dans le cas de la musique instrumentale. Bon, il peut y avoir un texte, ça rajoute une autre couche de complexité, mais si on reste avec la musique instrumentale, c'est un médium donc non-verbal
qui n'a donc pas de signification univoque, spécifique et clairement compréhensible immédiatement par tous. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de ça, il y a moyen de faire passer un paquet de significations différentes selon le discours dont on l'entoure. La musique, on peut lui faire dire énormément de choses. J'ai presque envie de lui faire dire, on peut lui faire dire n'importe quoi. C'est pas tout à fait vrai, mais presque. Et c'est ce qu'on observe, en fait, dans l'histoire. C'est qu'une même œuvre musicale peut être utilisée dans des contextes politiques complètement différents, dans des sens complètement différents et pour faire porter des messages complètement différents. Et ce qui me fascine, moi, c'est cette polysémie-là. Pour prendre un exemple très, très connu, la 9e de Beethoven. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber winden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder. Donc, si on demande à quelqu'un sur la rue aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie, cette œuvre-là, on va sûrement avoir une réponse du style « Ah, c'est la fraternité humaine, la joie qui unit tout le monde, et etc., etc. » Donc, un message très dans le sens de la communauté humaine, quelque chose des valeurs qu'on considère comme très positives, très exaltantes. Sauf que si on regarde dans l'histoire, c'est une œuvre qui a été interprétée de plein de façons différentes. Elle a été jouée notamment en 1937 pour l'anniversaire d'Adolf Hitler. Et là, évidemment, la fraternité humaine est définie de façon un tout petit peu différente. C'est une fraternité qui est, comment dirais-je, un peu moins inclusive que celle qu'on voit aujourd'hui. Et en fait, la façon dont l'œuvre est présentée dans ce contexte-là est vraiment faite de manière à très clairement dire, ben voilà, oui, fraternité, mais fraternité des élus d'une certaine façon, fraternité des dominants dans ce contexte-là. On exclut les Juifs d'une fraternité comme celle-là, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, mais on sait qu'il y a un paquet d'autres groupes exclus sous le Troisième Reich. Et la même œuvre, en fait, on se rend compte qu'à la chute du mur en 89, a été réinterprétée. Et là, cette fois-ci, c'était pour fêter la réunification des deux Allemagnes. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, et dans l'idée justement de célébrer la fraternité. Donc, on voit un contexte complètement différent, la même œuvre, qui porte un discours qui a fait plus rien à voir du tout. Donc, on avait le discours élitaire des nazis d'un côté, après un discours plus communautaire, plus réunification en 1989, et encore aujourd'hui, donc c'est une adaptation de l'hymne à la joie qui sert d'hymne officiel à l'Union européenne. Et donc, encore une fois, avec des connotations politiques qui n'ont rien à voir du tout. Donc, on voit que la même œuvre prend vraiment des colorations complètement différentes selon le contexte. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant d'aller essayer de retracer en regardant un contexte à la fois. Et dans l'exemple que tu soulèves, c'est intéressant le fait que l'œuvre, Beethoven est quand même, là je parle d'un point de vue historique et colonialiste, c'est quand même une œuvre blanche européenne occidentale, puis ça reste dans son espèce de bassin d'origine, puis c'est repris pour, je vais caricaturer, là, mais c'est repris quand un groupe veut célébrer quelque chose, affirmer quelque chose de célébration, sauf que l'objet de la célébration change, puis des fois ça devient sinistre. Mais je peux imaginer qu'un groupe élitiste comme les nationaux-socialistes qui cooptaient un paquet de symboles perçus comme positifs puis les limitaient à la race aryenne. On dit comme « Oh, c'est une belle pièce de musique, c'est clairement quelque chose d'arien. » Mais excusez mon français, c'est fucked up. Marie-Hélène, en fait, si on prend quelques pas de recul, pourrais-tu nous expliquer en fait ce que la musique nous révèle sur notre histoire, la politique, donc la société autour de nous? C'est pas tant la musique que les humains qui la font qui sont intéressants à explorer, je trouve, dans ce contexte-là, parce que la musique elle-même, en fait, on peut lui donner, comme je le disais tantôt, plusieurs significations. C'est le contexte dans lequel on l'utilise, le contexte dans lequel elle apparaît, qui sont extrêmement révélateurs sur les sociétés, justement, qu'on étudie. Puis en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment certaines œuvres sont reprises à des fins qui peuvent être politiques. Évidemment, bon, la création d'une œuvre elle-même peut porter des significations politiques. Ça, c'est arrivé à de nombreuses reprises. Des compositeurs engagés, il y en a tout plein. Et donc, dans ces cas-là, donc, l'intention politique est présente dès le départ.
On pense aux chansons de protestation, par exemple, qui étaient très, très nombreuses dans les années 60-70 contre la guerre du Vietnam, par exemple. Là, c'est vraiment des œuvres qui sont... C'est de la musique qui est créée dans ce but-là. Les implications politiques de la musique peuvent apparaître, en fait, à tous les niveaux de la vie d'une œuvre, d'une certaine façon. Ça peut apparaître au moment de la création. Donc, une œuvre peut être créée avec des intentions politiques, que ce soit des intentions de protestation, de résistance. Ça peut être aussi des intentions plus problématiques là, de notre point de vue. Donc, il y a toute la scène musicale de l'extrême droite, par exemple, qui est encore aujourd'hui extrêmement vivante et super intéressante à étudier, bien que vraiment très, très troublante. Là. Il y a un collectif récent là, dont je suis en train de faire le compte-rendu là, qui s'intéresse à ça, donc la scène musicale de l'extrême droite en Allemagne. Ne serait-ce que lire les textes de chansons, ça prend parfois un certain temps à s'en remettre. Donc, au niveau de la création, l'œuvre peut déjà porter au départ une intention politique. Ensuite, il y a la question de qu'est-ce qui se passe une fois que l'œuvre existe, une fois qu'elle est dans le monde. Et justement, c'est là qu'on voit que son parcours politique est loin d'être terminé. C'est qu'elle peut être reprise dans différents contextes, dans différents buts. Et le fait, comme tu disais tantôt, Alexandre, le fait qu'une œuvre ait atteint le statut de chef-d'œuvre reconnu de tous, ça aide dans ce parcours-là parce que ça va faire en sorte que l'œuvre va être reprise et qu'on va essayer de se servir de son statut, de se servir de son lustre en quelque sorte pour récupérer un peu de ce lustre-là pour le régime ou pour le discours politique qui va essayer de s'en servir. Donc, tout ça pour dire en fait que toutes les étapes de création, de diffusion, de production d'une œuvre musicale peuvent avoir des implications politiques, que ce soit la création, que ce soit l'interprétation, que ce soit la reprise de ces œuvres-là, que ce soit ce qu'on en dit aussi. Le discours, même le discours musicologique, donc les écrits des musicologues sur la musique, peut aussi avoir des implications politiques. Parfois, on ne s'en rend pas compte sur le coup. Des fois, ça devient très net. Bon, si on regarde, par exemple, encore une fois, pour retourner à mon dada nazi, pendant le Troisième Reich, les musicologues, en fait, étaient très, très nombreux à utiliser un discours orienté politiquement. Et si on regarde, en fait, la façon dont ils écrivaient l'histoire de la musique, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on ferait aujourd'hui. Une façon de présenter l'histoire, par exemple, pour, par exemple, dénigrer les compositeurs juifs, comme Mendelssohn, par exemple, qui a été conspué pendant très, très longtemps, pour nier l'importance des librettistes juifs qui ont travaillé avec Mozart, par exemple, ou juifs ou d'origine juive. Là. Da Ponte, en fait, Lorenzo Da Ponte, qui est le principal librettiste qui a travaillé avec Mozart, était de naissance juif, il s'est converti. Bref, ça suffit pour qu'on essaie de le zapper pendant le Troisième Reich. Donc, tout ce genre de modifications-là sont très, très présentes, y compris dans les écrits musicologiques. Donc, vraiment, tout ce que la musique touche peut faire l'objet d'une récupération politique absolument à tous les niveaux, que ce soit sur le plan du discours, sur le plan institutionnel, sur le plan de l'interprétation, de la création. Tout peut potentiellement avoir des implications politiques et si on a l'œil ouvert et sensible à ça, on se rend compte qu'on est capable de chercher vraiment plein de choses intéressantes à partir de là. Est-ce que la récupération politique dérange les artistes? Je présume qu'il y en a qui sont très dérangés par ça, non? Oh oui, oui, bien sûr. Bon, évidemment, si on les récupère une fois qu'ils sont décédés, ils protestent un petit peu moins. C'est l'avantage de récupérer des morts, comme Mozart qui a été récupéré par les nazis, c'était 150 ans plus tard. On ne sait pas qu'est-ce qu'il en pense dans son caveau, mais a priori, il n'a rien dit. Cela dit, il y a plein d'exemples plus récents de musiciens et musiciennes qui se sont fait récupérer politiquement et n'étaient pas contents du tout. Même tout récemment, je veux dire, je pense par exemple aux Rolling Stones, dont Angela Merkel a utilisé la chanson Angie pour sa campagne en 2006, je crois, 2004, je ne suis plus certaine de la date. Mais dans tous les cas, ils n'étaient pas contents du tout parce que eux, donc cette chanson-là n'était pas du tout écrite dans un but politique, d'une part, et certainement pas pour être associée à une politicienne en particulier. Et ça, il y a un paquet d'exemples comme ça, en fait, de politiciens qui ont récupéré des chansons populaires parce que ces chansons-là étaient populaires, parce qu'ils voulaient s'appuyer sur le discours que les chansons projetaient ou avaient l'air de projeter. Et puis, les artistes derrière ne sont pas contents du tout. Ça. Il y a vraiment des exemples de ça assez réguliers, y compris dans l'actualité très, très récente. Hein. C'est fascinant de voir à quel point c'est une relation qui est dynamique entre la musique qui émerge, qui est récupérée, mais aussi la façon dont la politique, on donne l'exemple du Troisième Reich, mais je sais que sous Pol Pot aussi, il y a eu cette réaction-là de
passer la musique, l'ensemble de la culture, mais la musique dans l'espèce de tordeur, dans l'espèce de filtre idéologique? Pourquoi pourquoi on va prendre les mouvements totalitaires, là, mais en général, pourquoi est-ce que les mouvements totalitaires ou les mouvements de politique un peu plus extrêmes ont l'air de vouloir, semblent être obligés ou se sentir obligés de passer par la musique? Je veux dire, ça reste que ça gagne. C'est pas ça qui gagne des élections, c'est pas ça qui. Pourquoi la musique est aussi. Pourquoi ces gens-là se sentent obligés de. Pourquoi les nazis se sont sentis obligés de repasser le répertoire musical de l'époque pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon? Pourquoi Pol Pot a décidé que toute la musique était pas bonne? Qu'est-ce que ça révèle sur la musique dans la société ou la place de la musique dans la société? C'est une très bonne question. En fait, je pense qu'à la base de ça, il y a l'idée que écouter de la musique, c'est une expérience très sociale, c'est une expérience très, très humaine. Qui nous fait vivre énormément d'émotions et des émotions souvent positives. Donc, on écoute de la musique justement pour aller chercher ce sentiment de commune humanité d'une certaine façon. Et ce qu'on observe, c'est que les régimes autoritaires, généralement, vont aller chercher ce sentiment-là et essayer de le récupérer à leur profit. Donc, et ce qu'ils vont récupérer, c'est pas n'importe quoi, c'est des musiques qui sont généralement déjà populaires, déjà appréciées d'un grand nombre de gens. Parce qu'ils n'ont pas besoin de se battre pour le rendre populaire. Donc, ils vont tout simplement surfer sur la vague et se dire, bon, tout le monde aime Mozart, jouons du Mozart, associons-nous à Mozart et nous allons avoir l'aura sympathique qui vient avec la musique de Mozart, qui, comme chacun sait, rend intelligent, n'est-ce pas? Bon, ça c'est une blague parce que l'effet Mozart a été démontré comme faux, malheureusement. Mais reste que c'est un compositeur qui est très, très populaire, pour prendre un exemple. Mais bon, en musique populaire, c'est la même chose. Donc, un régime qui va vouloir s'appuyer sur la musique pour gagner en popularité, va aller chercher des musiques déjà populaires, des musiques avec lesquelles c'est facile d'aller chercher le cœur du public d'une certaine façon. Et après, la seule chose qui reste à faire, c'est de prendre ces musiques-là et d'y associer un discours politique qui va dans le sens qu'on veut essayer d'imposer. Et la musique finit par jouer un rôle de message subliminal d'une certaine façon. Et c'est pour ça que c'est super important d'apprendre à déconstruire ça et d'aller toujours regarder avec la musique quel genre de discours vient avec et est-ce que ce discours-là colle réellement à la musique qu'on nous présente en même temps ou est-ce qu'il y a eu des transformations? Et moi, mon travail, en fait, vise vraiment à essayer d'aller voir où sont ces transformations-là et quels sont les mécanismes derrière qu'on pourrait éventuellement retrouver dans plein d'autres contextes là, en dehors de mon bien-aimé Troisième Reich. Tant qu'à être sur le Troisième Reich, partons là-dessus. Ta chaire de recherche porte sur les rapports politiques, notamment pour l'Allemagne l'Allemagne nazie. On parle depuis tout à l'heure de la récupération de la musique par la politique. L'Allemagne nazie, l'hymne national, et là, je n'essaierai pas de le prononcer, mais Horst Wessel Lied, je ne sais pas, qui était l'hymne national de l'Allemagne nazie en tant que tel. C'est pas tant ça a été créé beaucoup plus récemment. Ils n'ont pas récupéré une pièce de musique classique. C'est quelque chose de plus proche, fin des années 20, si je me souviens bien. Oui, absolument. Est-ce que, on a parlé de la récupération de la musique par les mouvements politiques. Est-ce que les mouvements politiques créent, est-ce qu'il y a de la musique qui est créée par ces mouvements-là ou par la politique? Ça peut arriver, tout à fait, mais le cas du Horst Wessel Lied est absolument fascinant parce que c'est effectivement, donc il y avait comme deux hymnes nationaux allemands à l'époque du Troisième Reich. Il y avait le Deutschland über alles, donc l'hymne national qui est encore aujourd'hui l'hymne national allemand. D'ailleurs, ça, c'est encore toute une autre question. L'histoire de l'hymne national allemand est fascinante et troublante. C'est celui-là dont ils ont coupé des paragraphes dans la version moderne? Tout à fait, oui, parce qu'il y avait des sections quand même, comment dirais-je, peu inclusives. Et aussi assez misogyne. Bref, le texte original qui passait très bien au 19e siècle passe moins bien aujourd'hui.
Mais à côté de ça, donc, pendant le Troisième Reich, donc entre 33 et 45, il y avait le Horst Wessel Lied, qui est une chanson dont l'histoire est vraiment fascinante. Donc, le texte a été écrit par Horst Wessel, qui était un soldat SA, qui s'est fait tuer peu de temps après, d'ailleurs, par un communiste. Donc, en fait, il est devenu une espèce de martyr du parti nazi, donc idolâtré en partie à cause de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les sources du Horst Wessel Lied, aussi bien musicales que littéraires, sont des textes communistes des années 20. Donc, Horst Wessel a transformé une chanson qui était à la base une chanson communiste pour en faire un hymne du parti nazi, ce qui est extrêmement piquant quand on y pense. Donc, et après, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a un paquet de parodies du Horst Wessel Lied qui sont apparues pendant notamment l'occupation en France. On retrouve ça cité dans différentes œuvres. Je pense notamment à une chanson de Pierre Dac qui a chanté à la radio, sur Radio Londres. Ça vaudrait peut-être la peine de rajouter en post-production un petit extrait. Cette chanson est absolument extraordinaire. La chanson qui suit dure 2 minutes 31 secondes pour ceux et celles qui voudraient peut-être la sauter et continuer directement avec l'entrevue. Waffen-SS, enfants de la milice, c'est nous, les durs, les mecs au cœur de fer. Et nous n'avons pour utiliser nos services qu'un seul patron, un seul Adolf Hitler. Pétain, Laval, nos deux chefs responsables nous ont donné d'Arnan comme Führer. C'est donc à eux que nous sommes tous redevables d'avoir l'honneur d'obéir à Hitler. Du nom français, nous n'avons plus que faire d'être nazis. Nous sommes bien plus fiers. Et s'il le faut, nous égorgerons père et mère, car nous tuons au nom d'Adolf Hitler. Bientôt, enfin, viendra la récompense. Notre vertu recevra son salaire. Lorsque nous serons accrochés à la potence, nous crèverons au nom d'Adolf Hitler. Lorsque nous serons accrochés à la potence, nous crèverons au nom d'Adolf Hitler. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la mélodie du Horst Wessel Lied avec un tout nouveau texte dans laquelle, donc, d'une part, il conspue en fait, principalement, il conspue les collaborationnistes. Et donc, il transforme, tu sais, dans le texte original, le texte dit la SA marche avec les rangs bien serrés, nous sommes bien disciplinés et nous allons remporter la victoire, blablabla. Et dans la version transformée, en fait, il décrit le rôle que jouent les collaborationnistes dans la guerre d'une façon très, très incisive, très, très drôle. Et il y a quelque chose de vraiment extrêmement subversif, en fait, d'aller carrément chercher l'hymne nazi et de s'en servir pour faire une chanson de résistance qui passait à la radio de la BBC diffusée par la France libre. Donc, c'est vraiment tout à fait chanson de résistance. Donc, cette chanson-là vient des communistes et a été transformée par la résistance. Donc, on voit ici, il y a vraiment tous les cycles de vie de la chanson politique, toutes les significations qu'on peut lui accoler et toutes les couches de complexité qui viennent avec ça.
Est-ce que le fait de mettre de l'importance, par exemple, là, je vais me référer à ce que j'avais lu parce que, bon, full disclosure pour les auditeurs, je suis un amateur, pas un expert, mais un amateur fini de l'histoire européenne entre 25 et 45. Là, et l'Allemagne nazie, ce que j'en ai lu, avait tendance à être très peu subtil dans son utilisation des symboles. Ça fait que lorsqu'il utilisait un symbole, il s'en servait à fond. Cet hymne-là étant, chez certains auteurs, étant présenté comme étant le premier martyr de l'Allemagne nazie, ce qui permet d'élever ça, dans un temps où l'Allemagne de Weimar avait peut-être besoin de symboles et de ci et de ça. C'est super, mais est-ce que le fait de, justement, on va parler de musique, là, le fait de de dire voici notre personnalité à travers une chanson, ça ouvre pas un peu justement la porte à des parodies qui finissent dans le fond, c'est ça, par se retourner contre nous autres? Est-ce qu'il y a la chanson de Pierre Dac, est-ce qu'elle a eu finalement un effet? Je ne vais pas parler d'effet mesurable parce que je ne sais pas, là, mais ça se rendait, la radio France Libre se rendait en France, se rendait en occupation, se rendait en Belgique. À part de faire chier les Allemands, ça a-tu eu un impact? Parce que je peux imaginer les soldats allemands, surtout ceux qui avaient peut-être vécu l'époque des SA, faire « Qu'est-ce que vous faites? C'est pas correct! » Le gars, il est mort, laissez-nous nos martyrs. Versus, est-ce que ça a, à part de troller, ça a-tu servi à quelque chose? C'est une bonne question parce qu'en fait, la réception de ces chansons-là, c'est quelque chose qui est très, très difficile à étudier dans la mesure où on ne peut pas revenir en arrière, interroger les gens. Il n'y a pas énormément de sources qui en témoignent, mais on peut imaginer que ça a pu contribuer à créer un sentiment de communauté justement auprès de la résistance française. Bon, là, vous gardez en tête que ça passait sur les ondes de la BBC dans le cadre de l'émission Les Français parlent aux Français. Donc, c'est relativement spécifique. À l'époque, donc évidemment, écouter la BBC, c'était complètement interdit pour les Français, de la même façon que les Allemands n'avaient pas le droit non plus d'écouter la radio étrangère. Ça, c'est une règle très importante. Bon, évidemment, les gens le faisaient quand même, mais ils ne s'en vantaient pas. Et a priori, les membres du parti nazi étaient au premier chef ceux qui n'étaient pas supposés écouter la radio étrangère. Normalement, la chanson ne devrait pas s'être rendue jusqu'à eux. On peut imaginer. Par contre, les gens pour qui cette chanson-là a été créée et qui sont vraiment les résistants français qui écoutaient la BBC, on peut imaginer que c'était très, très jubilatoire pour eux d'écouter ça. Là. On l'imagine très bien. Encore aujourd'hui, moi, j'écoute cette chanson-là, je suis aux petits oiseaux parce que c'est tellement intelligent, c'est tellement bien fait et c'est tellement subversif qu'on se dit, mais c'est vlant dans les dents d'une certaine façon. Peut-être que ça reste juste seulement chez nous, mais ne serait-ce que créer cette solidarité-là et l'entretenir par la musique, et ça permet d'entretenir le courage, la force de résistance. C'est pas rien, c'est très important dans un contexte difficile comme celui-là. Tu parles avec passion de ce que tu as fait, le travail sur l'Allemagne nazie, sur la propagande qui a été faite à ce temps-là. Tu mentionnais que tu parlais allemand aussi. La question, pourquoi le Troisième Reich? Pourquoi axer là-dessus? C'est tout simplement au départ parce que je me suis rendu compte que c'est un terrain de jeu extrêmement riche quand on s'intéresse d'une part aux dynamiques d'oppression et d'autre part au processus de résistance. Les deux sont représentés de façon tellement frappante, tellement marquante qu'il y a de quoi travailler là-dedans pendant vraiment très, très longtemps. Aussi, en fait, on parlait de propagande tantôt. C'est vraiment dans le contexte de l'Allemagne nazie que la propagande, telle qu'on la connaît aujourd'hui, utilisant les médias de masse, a vraiment pris une forme beaucoup plus développée. Et de voir comment la musique s'insère dans ça de façon tellement naturelle et tellement organique, c'est un cas d'étude super intéressant. On observe ça aussi en Italie fasciste, notamment, là, que je commence à étudier un petit peu plus. Mais le discours, je trouve, le discours de propagande, je veux dire, organisé et coordonné par Goebbels était extrêmement bien construit et il y a quelque chose de presque admirable dans ça, malgré le fait qu'on est évidemment, on travaille là-dessus pour le déconstruire, puis on n'est pas d'accord, là, mais il y a quelque chose de fascinant dans ça, je trouve. C'était ma question, en fait. Juste après. Vas-y, Alex, vas-y. C'était. Lorsqu'on parle de Goebbels et de propagande, ce qui revient beaucoup, c'est son contrôle sur ce nouveau médium qui était le cinéma à l'époque et comment le cinéma a été instrumentalisé. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'il y avait Goebbels et où son ministère avait autant un intérêt pour la musique, donc d'autres aspects culturels que juste le cinéma. Oh oui, absolument. Bon, Goebbels lui-même, pas tant. Goebbels n'était pas du tout mélomane. Il était même un peu limite, pas très cultivé. Là. C'est très drôle. Quand on lit son journal, on se rend compte que c'est seulement pendant la semaine Mozart en 1941 qu'il a entendu le Requiem de Mozart pour la première fois, puis il fait des commentaires super naïfs de gars qui écoutent ça pour la première fois. Donc, il n'était pas mélomane du tout.
Mais il y avait une excellente équipe autour de lui et il y avait la section musique du ministère de la Propagande qui était dirigée par Heinz Droues, qui est un musicologue très, très brillant. Et donc, c'est lui qui a beaucoup coordonné tout ce qui concernait la propagande musicale du Reich. En plus de la Reichsmusikkammer, la chambre de musique du Reich, qui avait aussi pour but de coordonner ce qui se passait côté musical dans le Reich. Donc, il y avait vraiment toute une machine qui était dédiée spécifiquement à faire ça. Marie-Hélène, je vais emmener la discussion vers autre chose. Je m'intéresse à comment on reçoit tes travaux. Puis ma première question, c'est comment les politologues perçoivent tes études, perçoivent finalement donc tes apports? Le travail moyennement interdisciplinaire qui existe dans la réalité fait en sorte que j'ai rarement eu l'occasion de présenter dans des salles où il y avait des politologues. Donc, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question-là. Évidemment, moi, je m'appuie sur différents travaux, dont le travail de politologue, dont le travail d'historien, de sociologue, de musicologue. On est obligé, avec des sujets comme ça, de ratisser très, très large en termes disciplinaires. Mais je ne sais pas si l'inverse c'est vrai. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a des politologues qui lisent le travail de musicologue. Il y a ici peut-être le côté... la musique fait peur, hein, d'une certaine façon. Les gens ont tendance à se dire « Ah, mais moi, j'y connais rien. Je ne vais pas aller dans cette direction-là. Je ne vais pas m'intéresser à la musique parce que je ne lis pas la musique, je ne connais pas l'histoire de la musique, je n'ai pas les compétences pour. » Et que ce soit justifié ou non, les gens ont cette crainte-là et peut-être qu'il y a un peu une part de ça. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est pas du tout nécessaire d'avoir des connaissances techniques super élaborées pour s'intéresser à la musique en contexte politique. Mais là, juste pour préciser, est-ce que tu parles juste des politologues ou on parle aussi des gens, des autres personnes qui étudieraient la propagande comme phénomène que sont les gens en communication, les gens en linguistique, les gens en littérature comparée? C'est dans le sens que tes travaux ne sont pas réutilisés ou commentés à l'extérieur du milieu de la musicologie? Écoute, je ne le sais pas. Je ne sais pas du tout s'il y a des gens qui me lisent ou me reçoivent ou commentent à l'extérieur. Je ne saurais pas répondre à cette question-là. Mais si je regarde les travaux sur la propagande, peu importe de quel horizon disciplinaire ça vient, un point commun, c'est que pratiquement jamais personne parle de musique dans ce contexte-là. Très, très souvent, la musique est un point aveugle parce que c'est ça, soit par crainte ou parce que c'est comme si on oubliait cet aspect-là. Et très souvent, on observe que les gens vont parler de cinéma, les gens vont parler de beaux-arts, les gens vont parler de littérature, mais la musique, très, très peu, voire pas du tout. On va parler de mass média beaucoup. Ouais. Mais c'est ça que je trouve bizarre, c'est le fait que tout ce que tu présentes, la musique depuis tantôt, ça fait une partie intégrante de la culture, ça devient un symbole de ralliement, ça peut même devenir une composante identitaire. Puis, c'est probablement, moi, du point de vue d'un gars en administration, je ne me lancerais pas en musicologie parce que, effectivement, j'y connais rien. Mais est-ce qu'il faut être musicologue? Est-ce qu'il faut avoir des bases en musicologie pour étudier ou pour comprendre pleinement l'aspect musical ou la contribution musicale? Dans le sens, est-ce qu'un historien pourrait étudier la musicologie? Ah, absolument, mais des historiennes qui travaillent sur la musique dans différents contextes, il y en a plein. Okay. Oui, ça, c'est pas du tout problématique. Après, la façon d'aborder la musique va varier. La compréhension fine de certains enjeux va varier aussi, mais ça, c'est pas grave parce que l'idée, c'est de se mettre ensemble et d'observer le même objet sous des angles différents et c'est de ça qu'émerge un panorama qui est intéressant. Je présume que tes collègues musiciens sont emballés par tes travaux? Ben, ça dépend lesquels, mais j'espère. Mais, je veux dire, parce que c'est une perspective qui est très, très intéressante, je veux dire, de pouvoir contextualiser une œuvre musicale dans un moment historique, politique précis. Moi, je trouve ça fascinant. Et ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est que les étudiants et étudiantes embarquent énormément. Il y a vraiment quelque chose qui leur parle beaucoup, beaucoup là-dedans. Et ce qui est génial, en fait, c'est que, bon, moi, je suis plus spécialiste Troisième Reich avec une ambition d'en sortir un peu parce que, bon, ça finit par taper sur le système, travailler sur les nazis. Mais mes étudiants et étudiantes travaillent sur un paquet d'autres sujets qui sortent de là énormément. Et ça fait en sorte qu'à travers ce groupe-là, moi, j'arrive à réfléchir à un paquet de sujets
très, très, très large. Donc, j'ai une étudiante, par exemple, qui travaille sur la représentation de la musique espagnole dans une encyclopédie, le New Governor Dictionary of Music and Musicians, qui est l'encyclopédie britannique numéro 1 sur la musique. Et donc, elle est en train de voir genre, comment, justement, des questions politiques peuvent influencer cette vision-là. C'est super intéressant. J'ai une autre étudiante qui travaille sur le répertoire de chansons associées aux luttes pour le suffrage féminin aux États-Unis au début du 20e siècle. Et ça, c'est incroyable parce qu'en fait, il y a des chansons pro-suffrage, il y a des chansons anti-suffrage, il y a des chansons entre les deux qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, ces chansons-là. C'est très spécial. Est-ce qu'il existe dans votre cadre théorique de la musique de droite et de gauche? Ce n'est pas du tout une terminologie que vous utilisez? Ça ne fonctionnerait pas tel quel parce que c'est plus compliqué que ça, en fait. La question est de savoir comment est-ce que le contenu textuel, là, dans le cas des chansons, est associé à certaines caractéristiques musicales. Et parce qu'en fait, si on utilise donc les conventions musicales occidentales, il y a moyen d'avoir une musique qui va dans le sens des paroles ou qui contredit les paroles. Et donc, en fait, si on regarde l'ensemble du complexe chanson, le texte, la musique, le style, les caractéristiques compositionnelles, on se rend compte que le discours peut aller dans différents sens et dans certains cas, être interprété de différentes manières. C'est tout à fait fascinant. Et les mêmes caractéristiques musicales peuvent être mises au service, encore une fois, de discours musicaux, politiques opposés. Et là, je posais une question d'un gars qui est de la personne dans cette conversation qui n'est pas en musique. Là. Donc, si je n'utilise pas les bons termes, de grâce, corrigez-moi. Tu viens de dire que dans une composition musicale, il y avait les paroles, et il y avait le style, et il y avait les autres, je ne sais pas, les rythmes. Ou est-ce qu'il y a des rythmes, est-ce qu'il y a des instruments, est-ce qu'il y a des styles de musique qui sont plus associés à certains discours qu'à d'autres? Bien, justement, on penserait que oui, mais non. Parce que il y a des conventions musicales assez claires sur lesquelles on s'appuie, mais auxquelles on peut donner des sens qui sont différents. Par exemple, si j'utilise un rythme de marche, un rythme pointé, bon, ça va donner une chanson martiale, assez affirmative, qui peut être, par exemple, convenir pour une chanson militante. Donc, certaines des chansons pro-suffrage, là, je prends l'exemple de mon étudiante Catherine Harrison-Boisvert, certaines chansons pro-suffrage sont construites là-dessus. Mais on peut très bien imaginer l'inverse, donc un discours anti-suffrage qui reprend ce type de mélodie-là. Parce qu'on parlait tout à l'heure je me souviens plus si c'était en ronde ou en onde, là, je suis désolé, le fait de la montée de la musique, pas la montée, mais la musique d'extrême droite en Allemagne actuellement. Il y a aux États-Unis c'est ça, est-ce que certains mouvements privilégient certains types de musique? Pas tant est-ce que certaines musiques sont associées à certains types de mouvements, mais est-ce qu'il y a des mouvements qui se limitent à un seul type au point de se l'approprier? L'exemple que j'ai, c'est le gangster trash rap d'un groupe qui s'appelle ICP, qui a été tellement associé à des mouvements antisociaux, misogynes, etc., qui ont fini par être fichés comme un groupe terroriste interne par le FBI, avec des gens qui s'appelaient des juggalos, qui sont des gens qui se peinturent la face comme les deux chanteurs, puis prennent de la drogue dans un mud field à 3 heures du matin, là, c'est ce qu'on m'a raconté. Mais eux, c'est seulement ça. Est-ce qu'il y a des fois des groupes qui choisissent ou qui essaient de s'approprier un style? Individuellement, ça peut arriver, mais ce qui est fascinant, c'est qu'on ne peut pas associer un style musical à une tendance politique de façon claire et définitive. Pour reprendre l'exemple de la musique d'extrême droite en Europe actuellement, c'est incroyable de voir que tous les styles musicaux sont représentés. Il y a de tout. Ça va dans toutes les directions. Il y a de la chanson façon chansonnier, il y a du rap, il y a de la musique électronique, il y a évidemment le fameux rock fasciste qui est, le terme technique m'échappe, là, mais... Mais celui qu'on va associer au plus au skinhead, qui est généralement la vision qu'on a, OK? Absolument, mais il y a vraiment punk, pas que ça. C'est plus du punk, en fait, non? Il y a eu, oui, mais le punk a aussi été associé à des mouvements révolutionnaires, anarchistes. Donc, ça va dans toutes les directions. Et c'est ça qui est fascinant. C'est qu'on ne peut pas dire tel type de musique est associé à tel type de mouvement politique, ni inversement. Chaque mouvement, en fait, dans ce qu'on observe là, les mouvements politiques vont vraiment ratisser très, très large, aller chercher différents types de musique. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on dit à travers cette musique-là, à qui on s'adresse avec cette musique-là, dans quel contexte. Il faut vraiment regarder au cas par cas.
Parce que à chaque fois qu'on essaye de vouloir généraliser, on se rend compte qu'il y a tout de suite des limites à ces généralisations-là. C'est tout à fait intéressant. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu autant qu'à nous. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, avec les identifiants au sujet SHS, et évidemment de partager l'épisode dans vos réseaux. Pour Sébastien Belland, je m'appelle Alexandre Beaupré et je vous convie à une prochaine jasette. Bonne journée!